Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 Adar Rishon, on est le 19 février. Je voudrais consacrer le cours d'aujourd'hui à la Refoua Shelema d'Abraham Ben Sultana. Et je voudrais d'abord préciser que c'est le dernier cours de la semaine. Et dimanche prochain, il n'y aura pas cours non plus parce que je m'absente pendant quelques jours. Je vais faire un séminaire à l'étranger et donc j'espère pouvoir enregistrer là où je serai quelques cours de manière à ce que les cours que je ne vais pas donner pendant les jours qui viennent seront rattrapés par d'autres cours que je vais faire à l'étranger pendant mon séminaire. Mais quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, dernier cours que je donne ici en Israël jusqu'à la semaine prochaine. Je voudrais revenir sur un point très très important que l'on a déjà de nombreuses fois abordé, un point, une notion extrêmement importante que nous révèlent nos maîtres dans la paracha de cette semaine, Parshat Ki Tisa, on pourrait dire la paracha qui parle essentiellement de la faute du veau d'or. Et ce point-là est l'une des clés les plus fondamentales qui ouvre toutes les portes de la compréhension de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire véritable, l'histoire secrète, ce qui se cache derrière la vitrine, derrière l'apparence, derrière le masque, parce que malheureusement les journaux, la presse, les médias ne nous parlent que des vitrines, mais ne nous font jamais rentrer dans le magasin. Et toute l'histoire humaine, au niveau des masses, des populations, des peuples, toute l'histoire humaine finalement fonctionne d'après la vitrine, d'après ce qu'elle voit, d'après ce qu'elle comprend dans la vitrine. Mais rares, très très rares sont ceux qui arrivent à rentrer dans le magasin et comprendre véritablement ce qui se passe, ce qui se cache, ce qui se trame, quels sont les véritables mécanismes qui sont derrière la vitrine et qui trompent pratiquement 99,9% de la génération, et ceci durant toute l'histoire. Alors nos maîtres révèlent quelque chose d'extraordinaire dans cette paracha, qui est encore une fois la clé qui va expliquer toute l'histoire humaine, pas seulement l'histoire du peuple juif, mais toute l'histoire humaine. Lorsque Moshe se trouve le 40e jour sur le mont Sinaï, est prêt à recevoir les louchot, les tables, et redescendre afin de donner la Torah à Israël, au même moment, et il ne le sait pas, se produit le 40e jour, la faute du veau d'or. Et tout d'un coup, il s'entend dire, par Hachem, Lech red ki shichet amecha, descends, parce que ton peuple a fait quelque chose de terrible. Redescends, va-t'en. Ton peuple a fait quelque chose de terrible. Alors bien évidemment, Moshe demande, mon peuple, ça veut dire quoi mon peuple? Dit le peuple, ou dit ton peuple à toi. C'est pourtant toi qui as dit dans le premier commandement, je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. C'est pas moi qui ai sorti ce peuple, c'est toi. Je ne suis que ton outil. Pourquoi tu dis mon peuple à moi, le peuple de Moshe? Hachem lui répond, oui, c'est ton peuple. Je ne parle pas du mien. Je ne parle pas des enfants d'Israël. Je parle du Erev Rav, de toute cette multitude étrangère, non juive, qui s'est joint à nous, parce que tu l'as accepté. Parce qu'au moment de la sortie d'Égypte, comme on le sait, de nombreux non-juifs, pas seulement égyptiens, comme on le sait, l'Égypte était un empire, donc il y avait des non-juifs qui vivaient en Égypte, venus de tout le Proche-Orient, de toute la région. Nombreux étaient eux-mêmes des esclaves. Et donc ils ont voulu se joindre à
à ce projet fabuleux de la sortie d'Égypte, ont demandé à Moshe s'il les accepte. Moshe les a acceptés. Il y a bien sûr des raisons très 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 profondes à cela. Moshe était un homme incroyablement grand et sage. C'est bien sûr pas sur un coup de tête qu'il les a acceptés. Il avait ses propres raisons. Je vous lance quelques allusions sans rentrer du tout dans l'explication profonde du pourquoi de l'acceptation. Mais Moshe avait, d'une certaine manière, un lien énorme avec les non-juifs. N'oublions pas qu'il a été sauvé par une non-juive, qu'il a grandi dans la maison d'un non-juif, qu'il a épousé une non-juive, dans le sens qu'elle s'est convertie, mais quoi qu'il en soit, au départ, elle n'était pas juive. Son beau-père était le plus grand prêtre idolâtre de cette génération. Moshe avait donc de nombreux liens avec le monde non-juif, même si nombreux de ces liens se sont après convertis, comme son épouse, comme sa mère adoptive, qui elle aussi s'est convertie et a suivi Israël au moment de la sortie d'Égypte. Il y a donc un lien particulier entre Moshe et le monde non-juif. L'une des raisons profondes, sans aller plus loin, c'est parce que Moshe comprend que sa mission n'est pas seulement de sauver Israël, mais de préparer la libération de l'humanité tout entière. Et donc, dès le départ, il crée des liens avec l'humanité tout entière. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne refuse pas le Erev Rav. Il l'accepte. C'est ce Erev Rav, cette multitude, que Dieu appellera ton peuple. Parce que quand tu les as acceptés, tu ne m'as pas demandé mon avis. Si tu m'avais demandé mon avis, peut-être que je t'aurais dit de procéder différemment. Nos maîtres expliquent, Dieu ne lui aurait pas dit de ne pas les prendre, mais peut-être faire certaines vérifications importantes avant de les accepter tous sans vérifier qui tu prends. Parce que là, justement, est le point fondamental. Nos maîtres nous révèlent une clé fondamentale qui est vraie jusqu'à aujourd'hui. Quand Pharaon a vu que des dizaines de milliers, des centaines de milliers de non-juifs se greffaient à la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses conseillers et il leur a dit « Mais nous avons une occasion unique de détruire ce peuple de l'intérieur. Puisque Moshe accepte des non-juifs, on va introduire des gens à nous, à l'intérieur du Erev Rav, de ces non-juifs, parce que bien évidemment 99 ou 90% de ces non-juifs étaient sincères, ils voulaient véritablement suivre Israël, se convertir, suivre Israël. Mais justement, comme il s'agit de non-juifs, au départ, il est très facile d'y introduire des agents de Pharaon qui, eux, vont tout faire pour détruire Israël de l'intérieur en faisant deux choses essentielles. D'abord, effectivement, comme je viens de le dire, de détruire Israël de l'intérieur, en essayant finalement de lui faire renoncer à son projet, à sa mission, et aussi en faisant des choses à l'intérieur du peuple juif qui vont lui porter préjudice, qui vont amener sur lui des critiques inimaginables, au point d'être montré du doigt par les nations, qui diront « Mais regardez les Juifs !» Parce que ces agents de Pharaon infiltrés à l'intérieur du peuple juif vont faire des choses qui vont écœurer les nations. Et tout ça, bien sûr, est prévu. Et le but est donc de détruire Israël et de l'intérieur et de l'extérieur. Et de l'intérieur, en essayant de convaincre de plus en plus de Juifs de renoncer au projet, à la mission qui est celle d'Israël, et de l'extérieur, en amenant la haine des nations contre Israël, en ayant des comportements inacceptables, mais les nations, elles ne savent pas s'il s'agit d'un vrai juif ou d'un faux juif, et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à mettre le peuple juif en danger.
Voilà ce que nos maîtres nous révèlent il y a plus de 2000 ans. C'est un midrash qui a plus de 2000 ans. Et que d'ailleurs Rashi rapporte dans ses commentaires. Alors il introduit des agents à lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que notre tradition nous rapporte que ce n'est pas n'importe quel agent. Il choisira même les 2 fils de Bilham. Le fameux Bilham qui, dans quelques parachiotes, va vouloir détruire Israël par ses malédictions. Le fameux Bilham qui, comme on le sait dans notre tradition, était l'un des grands conseillers de Pharaon, et c'est lui qui avait toujours conseillé Pharaon de s'attaquer à Israël et de tout faire pour les transformer en esclaves, de tuer les premiers-nés et surtout de ne pas les laisser sortir d'Égypte. Lui-même avait de nombreux fils qui travaillaient avec lui, et les 2 plus âgés étaient eux aussi des conseillers de Pharaon. Pharaon appelle les 2 fils de Bilham et leur demande: est-ce que vous voulez vous infiltrer à l'intérieur du peuple juif? Comme vous êtes des gens remarquablement intelligents et puissants, vous arriverez très très vite à la tête de mouvements qui pourront détruire Israël de l'intérieur. Est-ce que vous acceptez de faire semblant de rejoindre Israël, de vous convertir, de devenir des Juifs, et vous ferez tout après pour porter préjudice au peuple juif? Ils acceptent. Ils se fondent dans la masse du Erev-Rav, de la multitude non juive, et notre tradition nous rapporte que c'est eux qui vont être les organisateurs de la faute du veau d'or. Et ils vont réussir. La faute du veau d'or, bien évidemment, avait 2 buts essentiels. Le premier, comme je l'ai expliqué, d'essayer de détourner un maximum de Juifs de leur mission. Et ils sont arrivés à influencer des milliers de Juifs qui les ont suivis. Et aussi de donner une telle image négative, insupportable d'Israël aux yeux des nations, que les nations commenceront à dire: mais qu'est-ce que c'est ce peuple de malades mentaux? Ils sortent d'Égypte, tout ce que Dieu a fait pour eux, ils reçoivent la Torah, et au bout de 40 jours, ils dansent autour d'un veau. Ça, c'est le peuple élu. Mais ce que les non-juifs ne savent pas, c'est que ce ne sont pas des juifs qui ont fait le veau d'or. Ce sont les 2 fils de Bilham, des agents introduits à l'intérieur du peuple juif pour le détruire. Voilà le secret inimaginable que nous révèle notre Torah. Et comme bien évidemment il s'agit d'un secret révélé par la Torah, il s'agit donc d'une clé qui explique toute l'histoire du monde. Mais commençons bien sûr par le peuple juif. Dans toutes les générations, il y a eu, il y a, et il y aura malheureusement encore des juifs, ou plutôt des vitrines juives, des non-juifs infiltrés à l'intérieur du peuple juif, des fois depuis des décennies ou des générations. Une 5e colonne à l'intérieur du peuple juif qui a été infiltrée dans le but de détruire Israël de l'intérieur et de donner une image inacceptable des Juifs aux yeux des nations. Ce sont généralement des gens puissants qui ont des moyens parce qu'ils sont aidés par les non-juifs, par l'éminence non-juive qui se cache derrière la vitrine elle aussi. Nous savons aujourd'hui que de nombreux criminels juifs ont été introduits pendant des siècles et des siècles par le Vatican à l'intérieur du peuple juif pour le détruire de l'intérieur. Et comme le Vatican ou d'autres forces, d'autres puissances inimaginables, qui ont des moyens financiers inimaginables, sont derrière ces personnages non-juifs infiltrés, ils ont donc de gros moyens, et très vite, ils se présentent comme des gens riches, comme des gens qui ont le pouvoir, et comme tout le monde pense qu'ils sont juifs, ils arrivent à détourner de nombreux juifs de la mission d'Israël, et surtout de donner une image des juifs
tellement négative que finalement, ça crée, c'est pas la seule raison, mais ça crée l'antisémitisme. Dans toutes les générations, notre pauvre peuple est victime de ce phénomène. Et dans toutes les générations, qu'est-ce que fait donc l'éminence grise non juive qui introduit ces agents à l'intérieur de notre peuple? Elle a aussi des agents à l'extérieur du peuple juif et qui, en accord avec tout ce concert maléfique, sont là, eux aussi, des gens puissants pour pointer du doigt les méchants juifs qui ne sont pas juifs du tout et soulever les peuples, soulever les masses contre les méchants juifs, c'est-à-dire les infiltrés. Et ils arrivent, parce que les masses sont naïves, parce que les masses sont innocentes, ils arrivent finalement à soulever des mouvements d'antisémitisme inimaginables contre le peuple juif. Et toutes les catastrophes qui nous sont arrivées dans l'histoire sont toutes, absolument toutes, le fruit de ce que j'explique. Je pourrais donner un exemple parmi des milliards d'autres, des milliards d'autres. Le christianisme. Comme on le sait au début, pendant 100 ans, tous les chrétiens sont juifs. C'est une secte que nos maîtres authentiques, je ne parle pas des pharisiens, les pharisiens n'étaient pas des vrais juifs. C'était eux aussi une secte que nos maîtres ne supportaient pas, comme on en a de nombreuses preuves dans le Talmud. Comme on va le voir, ce sont les faux chrétiens, les infiltrés, qui ont fait croire jusqu'à aujourd'hui que les pharisiens représentaient la Torah d'Israël. C'est l'un des plus grands mensonges, une des plus grandes falsifications de l'histoire, dont 99% des chrétiens sont victimes jusqu'à aujourd'hui. Les pharisiens étaient une secte comme les chrétiens, minoritaire, qui ne représentait pas du tout, absolument pas le peuple juif, et certainement pas les vrais maîtres d'Israël, comme Rabbi Akiva et d'autres. Quel rapport entre Rabbi Akiva et un pharisien, franchement. Nos maîtres eux-mêmes se fichaient et ridiculisaient les pharisiens. Un jour, ce secret sera compris par tout le monde. Mais revenons maintenant à ce que j'explique. Donc c'était une secte juive dont nos maîtres se méfiaient, comme ils se méfiaient de n'importe quelle autre secte. Car comme on le sait, à l'époque du deuxième temple, enfin plutôt à l'époque de la destruction du deuxième temple, notre peuple était ravagé par une multitude de sectes. Le peuple juif était morcelé, exactement comme le temple qui a été morcelé, qui a été mis en morceaux. Et parce que notre peuple était morcelé, en différentes sectes, le temple lui aussi a été détruit et morcelé. Mais le regard d'Israël à l'égard de cette secte nouvelle n'était pas plus grave que vis-à-vis d'autres sectes qui, à cette époque, pouvaient devenir dangereuses, comme les fameux Sadducéens, dont parle souvent le Talmud, les Baïtoussim, dont parle souvent le Talmud, les Essénéens, dont parle souvent le Talmud, et les pharisiens eux-mêmes, et des dizaines d'autres dont on n'a pas retenu les noms. Tant que cette secte chrétienne restait juive, elle n'était pas encore véritablement dangereuse, et très certainement elle aurait fini par, comme toutes les autres sectes d'ailleurs, soit disparaître, soit une grande partie de ses membres, comprenant que finalement ça ne menait pas à grand-chose, une grande partie de ses membres serait revenue à la tradition authentique d'Israël. Le grand problème qui s'est posé, c'est quand est venu, entre autres Paul et d'autres, et qu'ils ont commencé à s'ouvrir sur le monde païen, barbare de l'époque, et surtout foncièrement anti-juif. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ont fait les non-juifs? Ils ont récupéré le christianisme, ils l'ont infiltré, ils l'ont falsifié, ils l'ont détourné,
et ils l'ont surtout retourné contre les Juifs eux-mêmes. L'un des combles les plus absurdes de l'histoire, ce sont les Romains eux-mêmes qui crucifient Jésus, et ce sont les Romains eux-mêmes qui vont adopter le christianisme, ou plutôt la religion la plus antisémite jamais conçue sur terre. Je parle bien sûr du christianisme romain. Comment ceux qui ont tué Jésus peuvent devenir les adeptes de Jésus? C'est tellement évident, tellement énorme, qu'ils ne voient pas la conspiration. Mais peu importe, l'humanité tout entière dort. Et donc le mouvement est récupéré, il est complètement infiltré, et finalement, ceux qui veulent détruire Israël vont se servir de ce mouvement pour détruire Israël. Et c'est là qu'on invente le déicide, on invente Judas, on invente finalement tout ce qui va permettre de diaboliser les Juifs. Voilà un exemple dans l'histoire de l'infiltration. Un mouvement juif qui est complètement infiltré et qui est retourné contre les Juifs eux-mêmes. Le jour où le monde chrétien dans son ensemble comprendra à quel point il s'est fait rouler par une poignée de Romains païens, barbares, qui n'en avaient strictement rien à foutre du christianisme et qui s'en sont servis uniquement pour détruire les Juifs, et que jusqu'à aujourd'hui ça continue plus ou moins à fonctionner de la même manière dans les coulisses invisibles de ceux qui véritablement sont derrière cette religion et s'en servent contre Israël. Le jour où les chrétiens comprendront à quel point ils sont manipulés, la révolte sera terrible, terrible. Mais bon, qui vivra verra. C'est un exemple, mais je voudrais maintenant élargir ce que je dis en répétant un principe fondamental que j'ai toujours expliqué. L'histoire du peuple juif est le microcosme de l'histoire du monde. Ce qui veut dire que ce que nous vivons, tout le monde le vit. La seule différence entre nous et le monde entier, c'est que nous le savons. Nous savons que nous sommes malades. Mais l'humanité tout entière ne le sait pas. Et on a beau lui crier, mais réveillez-vous, ce qui nous arrive vous arrive aussi. Personne ne nous entend, personne ne nous croit. Et donc ce principe de l'infiltration d'Israël afin de le détruire de l'intérieur est un principe fondamental qui traverse toute l'histoire des nations elles-mêmes. Dans toutes les générations, chaque révolte, chaque révolution, qui au départ était sincère, était authentique, tout de suite, elle est récupérée par le pouvoir en place contre lequel la révolte s'attaque. Tout de suite, le pouvoir en place infiltre des gens à lui, des agents à lui, afin de détruire le mouvement de l'intérieur, et encore une fois de deux manières, en falsifiant la révolte, en détournant la révolte de son but véritable, et surtout en donnant une image des révoltés tellement inacceptable que plus personne vraiment ne veut les suivre. Dans l'histoire contemporaine, les exemples les plus célèbres sont bien sûr la révolution bolchevique. Au départ, la révolution bolchevique est véritablement une révolution sincère, authentique, profonde. La révolte de 90% du peuple russe exploité, humilié, soumis depuis des siècles par une minorité de puissants qui ont à leur tête le tsar. Et cette révolte est sincère. Mais tout de suite, elle est infiltrée par le pouvoir lui-même. Le pouvoir y infiltre des agents à eux, des agents qui, bien sûr, auront la force et surtout l'argent pour pouvoir très vite monter et prendre la tête du mouvement et le dévier complètement de sa cause. L'un des plus grands agents du tsar infiltré dans la révolution bolchevique était bien sûr Staline, qui a complètement détruit l'esprit et la forme de la révolution bolchevique.
Au niveau de la Révolution française, c'est un peu plus délicat. Car en partie, elle a marché. Oui, le monde s'est malgré tout débarrassé de toutes les formes et de l'esprit de l'ancien régime, la royauté, avec tout ce que cela implique. Le monde a, d'une certaine manière, évolué vers la démocratie, vers le libéralisme. Mais la Révolution française, elle aussi, a été infiltrée. C'est la raison pour laquelle il y avait au départ toutes ces luttes entre les clans et chacun guillotinait l'autre, parce que c'était différentes formes d'infiltrés qui essayaient justement de prendre la Révolution en main afin de la détruire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce niveau-là? C'est plus complexe, c'est plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, il s'est passé le même phénomène. Et jusqu'à aujourd'hui, finalement, la démocratie, bien que la vitrine est somptueuse, elle est magnifique, la vitrine. Mais malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, la démocratie est encore entre les mains des rois, c'est-à-dire d'une minorité puissante qui, derrière la vitrine, fait ce qu'elle veut et bénéficie toujours des mêmes privilèges que les rois avant la Révolution française. Aujourd'hui, c'est le grand débat aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, j'ai été un des premiers à le dire. Les gilets jaunes, c'est évident, absolument évident que ce mouvement au départ était, et dans sa grande majorité est encore aujourd'hui, sincère, authentique, et que véritablement la revendication des gilets jaunes est une revendication fondée, juste, acceptable, mais très vite le pouvoir en place a infiltré des agents à lui dans le but de dévier complètement cette révolte vers des directions qui ne correspondent plus du tout à ce pourquoi elle est née, et surtout mettre l'accent sur le mauvais côté de ces révolutionnaires afin de les dénigrer et finalement de faire en sorte que le peuple n'ait plus envie de les suivre. Alors il y a eu les casseurs, comme on le sait. Une partie était de vrais casseurs qui venaient pour casser, tout simplement, et pour voler. Mais une grande partie était des agents du gouvernement, dans le but de dénigrer les chemises jaunes. Maintenant, on voit un phénomène nouveau. C'est l'antisémitisme. Les déclarations antisémites de plus en plus nombreuses, pratiquement tous les jours. Là aussi, ce sont des agents du gouvernement, au départ, qui sont infiltrés dans le but de dévier complètement la cause de ce mouvement. Ce mouvement ne s'est pas levé, ne s'est pas créé pour s'attaquer aux Juifs. Aujourd'hui, ça devient l'un des sujets importants de ce mouvement. Donc, les agents du gouvernement ont réussi. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus être dupe et stupide. Ce ne sont pas que des agents. Évidemment qu'il y a énormément d'antisémites partout dans le monde qui n'ont rien à voir avec les agents du gouvernement. Simplement que les agents du gouvernement, les infiltrés, arrivent à réveiller finalement l'antisémitisme latent qui est malheureusement en sommeil dans beaucoup de non-juifs, et que il suffit de le réveiller puis il explose. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez un gilet jaune traiter un passant de sale juif, c'est pas forcément un agent du gouvernement, c'est tout simplement un Français antisémite dont on est arrivé à réveiller l'antisémitisme. Un point, c'est tout. Mais c'est vrai que, encore une fois, tout commence avec l'infiltration. Et partout dans le monde, ça fonctionne comme ça. Le terrorisme. Est-ce que vous croyez sincèrement que les chefs terroristes se soucient du salut et de l'avenir des peuples pour lesquels ils agissent? Mais ils se servent de la cause palestinienne ou autre chose uniquement pour s'en mettre plein les poches. Parce que les hommes les plus riches du monde sont ceux qui sont à la tête de mouvements terroristes. À chaque fois, ça me fait rire quand on lit des comptes rendus dans Globe ou je ne sais quoi, des hommes les plus riches de la Terre.
Je me dis, mais jusqu'à quand ils vont nous prendre pour des ânes, pour des idiots, comme si Bill Gates était l'homme le plus riche de la Terre. Il n'a même pas l'ombre de ce qu'il y a dans le porte-monnaie des chefs du Hamas ou de Arafat à l'époque. Mais parce que rien ne rapporte autant d'argent que le terrorisme, puisque tout est noir, pas de contrôle. Et puis comme on le sait, tout le monde se sert des terroristes pour blanchir l'argent et pour... L'Europe verse 1 million d'euros au Hamas, et puis sous la table, vous nous rendez la moitié. Et puis comme ça, c'est 500 000, 1,5 million d'euros blanchis, dont les députés européens pourront se servir sans aucun problème. Le terrorisme ne sert qu'à ça. C'est la plus grande banque de blanchissement d'argent du monde. Les peuples, ils en ont strictement rien à foutre. Comme si Arafat se souciait des Palestiniens. Avec tous ces comptes en banque privés de milliards et de milliards et de milliards d'euros en Suisse et ailleurs. Franchement. Bon, mais la vitrine est belle, quoi qu'il en soit. L'organisation de libération de la Palestine. L'organisation du remplissage des poches d'Arafat. Et surtout du blanchissement de l'argent des députés européens. Surtout. Européens ou ailleurs. Mais c'est surtout européen comme on le sait. Donc, partout ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas une cause sincère qui n'est pas récupérée. C'est vrai qu'en ce qui concerne les Juifs, ça marche le mieux. Parce que personne ne va vraiment dénoncer Arafat ou les chefs du Hamas. Le plus grand réseau de vente de drogue mondial aujourd'hui qui a dépassé de loin la mafia colombienne ou mexicaine, c'est le Hezbollah. Tout le monde le sait, de temps en temps les journaux en parlent. Le Hezbollah est le plus grand trafiquant de drogue mondial aujourd'hui. Mais bon, mais par contre, s'il y a un juif qui pète de travers, excusez-moi l'expression, alors là, tous les journaux en parlent. Par contre, que 90% de toute la drogue qui est vendue dans le monde provient de Nasrallah, le plus grand mafionnaire de la planète, ça, on le sait de temps en temps, il y a un petit article dans les journaux, dans Times ou autre chose, mais bon, mais par contre, un juif qui pète de travers, alors là, je ne vous dis pas. Avec les juifs, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de consensus mondial que le juif doit être le bouc émissaire de tout le monde. Et donc, en ce qui concerne les juifs, alors là, on met le paquet. Là, vraiment, on met le paquet. Si on en trouve un qui est tordu, alors que ce juif tordu, 99% de chances que c'est un infiltré, il est aussi juif que mes chaussettes. Même s'il a le nez crochu, et même si il a un nom très juif, c'est un infiltré. Ou sa famille a été infiltrée il y a quelques générations, peu importe. Et lui continue à être en connexion avec les éminences grises. Tu lui verses surtout beaucoup, beaucoup d'argent pour qu'il puisse continuer à montrer une telle image des juifs que ça écœure tout le monde. Il y en a un à New York, tout le monde connaît. Il est dans la finance. C'est l'une des plus grandes saloperies de la planète. Mais il n'est pas juif du tout. Mais absolument pas juif. Il n'est absolument pas juif. On a même des preuves que pendant la guerre, c'était un collabo qui travaillait avec les nazis. Mais ça, tout le monde l'a oublié. Et par contre, tout le monde dit, oui, vous voyez le juif là de New York, vous voyez ce juif là ? C'est pas un juif, c'est un catho. Je ne sais même pas avec qui il travaille, mais ça je ne le dirai pas. Et pour qui il travaille. Mais peu importe. Continuez à croire que toutes ces ordures sont des juifs. Voilà, bon, moi j'ai l'honnêteté de dire, vous voyez, moi je ne pense pas que tous ceux qui s'attaquent aux juifs dans le mouvement des Gilets jaunes sont de vrais antisémites. Je pense que la plupart sont des agents, et en tous les cas ce qui est sûr, c'est que c'est eux qui ont réveillé l'antisémitisme chez ceux qui ne sont pas des agents, mais qui finalement ne sont qu'utilisés pour salir l'image des chemises jaunes. Vous voyez, moi j'ai le courage de le dire, je ne dis pas... toutes les chemises jaunes sont des antisémites, regardez, non. Je ne pense pas, sincèrement, je ne pense pas.
Je pense qu'il y en a de plus en plus. Je pense que le mouvement est en danger. Je pense que le mouvement devrait officiellement faire une conférence de presse et officiellement condamner les antisémites parmi eux et les chasser. Ça, par contre, je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas. Je pense qu'une conférence de presse s'impose. Il est temps, absolument temps, que ce mouvement prouve qu'il n'a rien à voir avec ces ordures. Et qu'il dise clairement ce que je dis. Retournez d'où vous venez. Vous êtes de l'autre côté, vous. Vous êtes infiltrés chez nous. Vous servez les intérêts de ceux contre qui on se bat. Pourquoi il ne le fait pas, ce mouvement, je ne sais pas. S'il le faisait vraiment, bravo. Bravo s'il le faisait. Mais donc voilà, c'est ça la faute du veau d'or. La faute commanditée par les agents de Pharaon, afin d'être le premier acte qui va commencer à donner une telle image des Juifs que finalement cette image négative va aller en s'aggravant de génération en génération, parce que les agents de Pharaon, voyant que ça avait marché, vont comprendre que finalement ils avaient trouvé le moyen de détruire Israël, et bien qu'ils n'arriveront jamais à nous détruire, malgré tout ils arrivent à nous diaboliser, et ils amènent sur nous et contre nous toutes les vagues antisémites les plus terribles jusqu'à aujourd'hui. Alors bien sûr, le problème qui se pose, mais comment on va s'en sortir? Comment Israël va s'en sortir? Comment les nations vont s'en sortir? Puisque à chaque fois qu'il y a une volonté sincère de changer les choses, une volonté qui se transforme en mouvement, immédiatement le mouvement est infiltré par des gens qui ont un pouvoir, une puissance inimaginable. Donc très 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 vite, ils prennent les rênes de ce mouvement. Comment on va faire? Parce que de toute façon, aujourd'hui, l'argent et le pouvoir et la force sont du côté du mal. Donc comment on va faire pour s'en sortir? C'est ce que je disais dans mon cours d'hier. En blaguant, en plaisantant à moitié. C'est pas nous qui attendons le Mashiach. C'est que tout simplement, il a peur de venir. Oui, je le dis sincèrement, il a peur de venir. Non, je ne plaisante pas. Et un jour, il nous le dira lui-même. J'ai tardé à venir parce que j'avais peur de venir. Je vais me faire zigouiller. Je vais me faire zigouiller. J'ai même peur que mon mouvement se fasse infiltrer lui aussi. Il va savoir. Le mouvement de Moshe s'est fait infiltrer. La Torah a le courage de nous dire que Moshe s'est fait infiltrer. Si Moshe s'est fait infiltrer, comment le Mashiach peut être sûr qu'il ne se fera pas infiltrer? Que tout d'un coup, son second, son premier conseiller seront peut-être des infiltrés qui agiront dans le plus grand secret pour détruire la révolution que le Mashiach voudra opérer dans le monde. Sans compter le fait qu'il se met en danger d'une manière inimaginable. Alors, non, je n'exagère pas quand je dis qu'il a peur de venir. Parce que c'est THE problème. C'est le problème fondamental. Il n'y a en vérité que ce problème. À chaque fois que le bien relève la tête, automatiquement le mal l'infiltre. En vérité, ce secret incroyable a été révélé par nos maîtres il y a des millénaires, dans un langage codé, mais d'après ce que j'ai expliqué, un langage qui est facilement décodable. Nos maîtres se posent la question, quand le Yetzer Hara, le mauvais penchant, rentre-t-il dans l'homme? Il y a un avis qui dit, c'est une force qui fait partie intégrante de l'homme, et depuis les premiers instants de la conception, cette force grandit avec le fœtus dans le ventre de sa mère, comme n'importe quelle autre force ou n'importe quel autre membre.
Et il y a un autre avis qui réfute cette thèse, et qui est l'avis que le Talmud va retenir, comme étant le juste, qui dit non. L'enfant dans le ventre de sa mère est conçu sans cette force. Mais dès que il naît, l'enfant, dès que la tête sort et apparaît dans le monde, à l'extérieur, cette force rentre en lui. Et donc l'habite depuis le premier instant de la naissance, mais pas dans la conception. Quel est le secret incroyable qui se cache dans ce code? C'est fabuleux, c'est à pleurer. Vraiment, on s'annule, on s'incline devant la puissance de la sagesse des maîtres d'Israël. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre dans ce secret-là? C'est que tant que l'enfant est dans le fœtus dans le ventre de sa mère, tant qu'il ne dérange personne, tant que personne ne le voit, le Yetzer Hara ne rentre pas, ne s'infiltre pas en lui. Mais dès qu'il sort, dès qu'il veut exister, et surtout dès que sa tête apparaît, dès qu'il veut réfléchir, dès qu'il veut penser, dès qu'il commence à se poser des questions, tout de suite il est infiltré. Le Yetzer Hara rentre en lui. Qu'est-ce que nos maîtres nous révèlent ici? Deux choses. D'abord, le mauvais penchant ne fait pas partie de la nature de l'homme. Et deuxièmement, le mauvais penchant ne rentre que quand tu relèves la tête. Mais c'est exactement la même chose. La grande majorité des sales juifs ne font pas partie du peuple juif. Et la grande majorité des sales juifs ne sont parmi nous que quand le peuple juif commence à trop déranger, alors on lui infiltre quelques crapules pour lui empêcher de relever la tête. Et c'est pareil dans le monde entier, pas seulement pour les juifs. Quand les chemises jaunes ont commencé à défiler dans les rues, bon, allez, c'est marrant. Mais quand le gouvernement a commencé à comprendre que non, ça risque de devenir sérieux, tout de suite, les agents sont rentrés. Et aujourd'hui, j'avoue que malheureusement, ça commence à devenir du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est vraiment, vraiment, vraiment temps que les vrais dirigeants de ce mouvement organisent une conférence de presse pour se justifier et surtout se débarrasser de toute cette saleté qui est en train de les salir de l'intérieur. Mais bon, je reviens à la question, puisque nos maîtres nous disent que le Yetzer Hara rentre dès qu'on lève la tête, au point qu'après, on va croire qu'il fait partie de nous, c'est nous, puisque depuis la première seconde de vie, il est en nous. Alors, comment qu'on va faire pour s'en sortir? Comment qu'on va faire pour s'en sortir? Je pense que la première étape, c'est de bien comprendre ce que j'ai expliqué. En vérité, ce cours devrait être traduit en 70 langues. Ce cours devrait être diffusé dans le monde entier. Je pense qu'à partir du moment où tout le bien qu'il y a dans ce monde, et comme je dis toujours, le bien est majoritaire, nous sommes dominés par une minorité de salauds. Mais la grande majorité des 7 milliards d'hommes et de femmes sur Terre sont du côté du bien. Mais ils sont complètement manipulés parce qu'ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont surtout pas la méchanceté qu'ont les agents de Pharaon. Je pense que déjà, il est important de prendre conscience de ce que je dis et de commencer à se méfier de tout le monde. Et surtout d'avoir le réflexe que dès que tu vois qu'une belle et bonne idée commence à s'abîmer, sache que le pouvoir a infiltré le mouvement. Et à tous les niveaux de l'échelle, à tous les niveaux de l'actualité mondiale, toutes les guerres, le terrorisme, tout, ce n'est que de l'infiltration à la fin de prendre le pouvoir dans tous les domaines et tous les aspects de la réalité. Il faut que de plus en plus d'hommes et de femmes prennent conscience de ce que je dis. La suite, je vais vous faire un aveu. J'en sais rien.
Je pense que ça va être la suite, le travail du Mashiach. Je pense qu'au maximum, nous, ce que nous pouvons arriver à faire, c'est arriver à la conviction, à la certitude que le bien est infiltré par le mal, dans le but de diaboliser le bien pour servir les intérêts du mal. Je pense que quand le mal verra que de plus en plus d'hommes et de femmes sont conscients de ce phénomène-là, il commencera lui-même à avoir peur. Parce que finalement, si tout le monde sait qu'à chaque fois qu'une chose est déviée, c'est parce qu'elle est infiltrée, automatiquement, le mal verra que cette formule qu'il utilise depuis des millénaires commence à être découverte. La suite du programme, franchement, je vous l'ai dit, j'en sais rien. Qui vivra verra. Ce sera le travail du Mashiach, et c'est pour ça qu'il a la trouille de venir. Parce qu'il sait que finalement, l'essentiel du travail lui incombe à lui. Et c'est un travail impossible, impensable. Comment il fera, j'en sais rien. C'est peut-être pour ça que celui pourra être le Mashiach. À tous et à toutes, à très bientôt. Je redis ce que j'ai dit au début du cours. Je m'absente maintenant pendant quelques jours. Donc c'était le dernier cours aujourd'hui et les cours reprendront, si Dieu veut, lundi prochain. À tous et à toutes, une très très bonne fin de semaine.